RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info ce soir avec nos invités du rendez-vous de l'info. On va recevoir celui qui a écrit ce beau livre. Il est magnifique, pas seulement l'extérieur, mais ce qu'il y a à l'intérieur également. Les fables de Guyane, signé Pierre Apollinaire Stephenson. C'est notre premier invité ce soir du rendez-vous de l'info. Et puis vous le savez, la journée nationale des jeunes, on en a parlé, on continue à en parler, bien sûr. Et ce soir, on en parlera avec Ghislaine Quilinan, conseillère en insertion à la mission locale. Et une jeune sur le plateau également, Juna Dominique, pour nos invités du rendez-vous de l'info. Bonsoir les filles. Bonsoir. T'es Annie ce soir? Ce soir, on parlera de nouvelles technologies. Très bien. Vanessa. Et ce soir, on parlera du bal des policiers municipaux de Cayenne. Le premier grand bal. De Guyane, je dis de Exactement, Cayenne. à suivre absolument. Le rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite avec le journal, tout en images. Ce matin, une cinquantaine de personnes se sont réunies à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane pour s'informer et échanger sur le centre spatial. L'occasion de revenir sur son activité, son fonctionnement et sur les perspectives de développement pour le département. La base spatiale est ancrée en Guyane, dans ce territoire, et s'alimente de ce territoire, s'alimente en compétences, mais aussi s'alimente de son tissu économique. Et donc nous avions le souci d'avoir une transparence sur notre action et sur nos retombées économiques, les retombées économiques de la filière spatiale, parce qu'il y a une véritable industrie installée ici en Guyane. Des retombées notamment en termes d'emploi. L'activité spatiale en Guyane emploie 1700 personnes avec 75% d'employés locaux. Mais pour continuer à se développer, il est nécessaire de rénover, de moderniser les installations et surtout d'innover. Le spatial a besoin de la Guyane pour se développer, a besoin de ses compétences, des gens qui sont formés en Guyane. C'est pour cela que le CNES est associé, par exemple, à la constitution de la nouvelle université. On apportera nos avis, notre savoir-faire pour la nouvelle université. Si possible, des gens du spatial viendront enseigner. Et ce qu'il faut aussi, c'est qu'à côté de cela, il y ait une industrie, des PME innovantes qui puissent se créer, évoluer, se développer grâce au spatial, mais aussi se développer grâce à d'autres marchés. Le CNES continue de travailler sur le dossier de la future Ariane 6 qui devrait voir le jour vers 2020. Avec un nombre de lancements suffisant, elle devrait permettre à la base de fonctionner correctement et permettre de répondre aux besoins d'emploi en Guyane. Réalisée par l'INSEE, une étude montre qu'une personne sur 11 déclare avoir travaillé de façon informelle au cours des 6 derniers mois de l'année 2010. Pour 94%, il s'agissait de leur seul emploi. Phénomène qui touche surtout le littoral guyanais, avec la présence des populations dites vulnérables, touchées par la barrière de la langue et l'illettrisme. C'est un problème de contexte, je dirais, qui est quand même guyanais, qui est exacerbé, je pense, par l'aspect frontalier, par l'histoire de la Guyane, par les difficultés qu'on peut avoir aussi à l'accès à l'emploi. Il doit être à peu près 64%, je vois là, des employeurs ont de 0 à 4 salariés, c'est tout petit, tout petit. Et si je rajoute ceux qui ont moins de 10 salariés, on arrive à près de 90%, donc des entreprises du secteur privé. Des contrôles sont réalisés régulièrement pour vérifier si les entreprises guyanaises respectent toutes les règles légales d'embauche. En 2014, plus de 145 procédures judiciaires ont été enclenchées contre des sociétés accusées d'employer du personnel illégalement. Dans ce cas-là, il y a à la fois des sanctions qui peuvent être d'ordre financier, ce sont les amendes, et les redressements sur les cotisations. Et ce redressement, ça peut remonter jusqu'à 6 mois en arrière. Il y a aussi des peines d'emprisonnement et des amendes qui peuvent être très fortes. Et surtout, excusez-moi, il y a aussi la perte pour celles qui bénéficient d'exonération, la perte des exonérations sur des cotisations patronales, par exemple. Certaines questions restent pourtant sans réponse. L'économie informelle est-elle totalement nocive? Et comment lutter contre le phénomène avec les chiffres de la croissance démographique et du chômage en Guyane?
Ce matin, le SNUPP FSU Guyane a organisé une table ronde à l'université intitulée « Le plurilinguisme, facteur de réussite ». Une problématique très importante dans le département, d'autant plus que 82% des élèves guyanais ont une langue maternelle autre que le français. C'est un sujet qui nous questionne. Le plurilinguisme de nos enfants, de nos élèves en Guyane, semble être vécu comme un facteur d'échec. Or, il est vécu comme un facteur de réussite dans d'autres cas de figure. On pense au lycée français à l'étranger. L'enfant, il arrive, il a une richesse, il peut échanger avec nous, il peut nous apporter quelque chose. L'école va lui apporter quelque chose, mais lui aussi. C'est différent de considérer que l'enfant a un plus en possédant plusieurs langues, plutôt que de considérer qu'il va avoir des difficultés parce qu'il possède une langue autre que celle de l'école. Ce syndicat souhaite que les langues et les cultures des élèves soient pris en compte au niveau scolaire pour maintenir et développer ce patrimoine. Il réclame également des moyens supplémentaires comme davantage d'intervenants en langue maternelle pour aider ces élèves. Des aides scolaires dont a pu bénéficier Paula qui est née au Guyane. Je parlais que l'anglais à la maison en fait. Avec mes parents et tout, on ne parlait pas du tout le français. De toute façon, personne ne connaissait le français. Ça a été une langue que j'ai appris à l'école, au fait. Et durant tout ce temps-là, j'ai fait une classe de clean pour apprendre parce que j'avais beaucoup de difficultés dans le français, justement. Et puis voilà. Ensuite, ça ne m'a pas empêché de réussir à l'école, de toute façon. J'ai fait ma scolarité normalement, comme tout le monde. J'ai été au lycée, à l'université. Puis tout s'est bien passé. Aujourd'hui, 270 000 élèves reçoivent un enseignement en langue régionale. Mais selon l'UNESCO, ces langues sont en danger. Afin de préserver cette richesse linguistique en Guyane, le SNUPP FSU multiplie les actions. Le palais omnisport Georges Théolade accueille à compter d'aujourd'hui et ce jusqu'à samedi le premier salon Handi Valide. Organisé par l'association Guyane Ergo, en collaboration avec l'association AfroHand, la manifestation a pour objectif de réunir les personnes en situation de handicap, les personnes valides et les professionnels. L'idée nous est venue, nous, dans l'association des ergothérapeutes, parce qu'au début, on voulait rassembler ici un petit peu toutes les informations qui concernaient le handicap, que ce soit en structure de soins et d'accueil, ou alors en termes de matériel, de rassembler ici sur un même lieu ce qui existait en Guyane pour informer les personnes en situation de handicap. Et après, on a eu envie aussi d'aller plus loin pour également sensibiliser le grand public, en fait. Le salon est organisé autour de stands et d'espaces dédiés aux différentes démonstrations de matériel. Pour mieux comprendre les difficultés rencontrées par un invalide, l'espace d'un instant, Adrien s'est glissé dans la peau d'un infirme. Mais ce qui est compliqué, c'est que ça change complètement tout l'équilibre du corps. Donc c'est une belle représentation déjà d'une situation de handicap, parce que ça permet vraiment de mieux se rendre compte d'une situation par rapport à quelqu'un qui est amputé. Et il faut faire beaucoup d'efforts du côté encore valide pour compenser. Et du coup, ça demande beaucoup d'efforts au niveau du dos. Donc non, c'est quelque chose de compliqué qui nécessite vraiment un apprentissage pour une personne qui se retrouve avec un appareillage de ce type-là. C'est vraiment un temps de rééducation qu'il faut envisager. Mais c'est une bonne chose de se rendre compte un petit peu en tant que valide, de pouvoir s'imaginer comme ça de ce que peuvent vivre les gens qui sont amputés. Ce salon est l'occasion de retrouver, d'échanger, de s'informer et d'informer sur de nombreuses thématiques en lien avec les différentes situations de handicap. Des moments privilégiés entre exposants seront aussi proposés afin d'accentuer la convivialité de l'événement et de favoriser les contacts. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec notre premier invité, Pierre, Apollinaire Stephenson. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau pour nous parler des fables, les fables de Guyane. Ce livre-là, bien sûr qu'il faut absolument avoir à la maison. Et vous nous disiez, hors antenne, presque en rupture de stock déjà ? Effectivement, je suis agréablement surpris par le succès rencontré par ce livre. Je crois que presque tous les Guyanais le veulent en même temps et nous sommes pratiquement en rupture de stock dans la mesure où vous connaissez les événements sociaux qui se déroulent et pour l'instant le conteneur qui devait amener les autres livres n'est pas encore arrivé. D'accord, très bien. Alors pourquoi ce livre vous travaillez dessus depuis 6 ans déjà. 6 ans pour faire un livre, ça veut dire qu'il y a eu de la réflexion, il y a eu plein de choses. Pourquoi ce livre déjà ?
Alors, il faut tenir compte de mon passé, oui. Premièrement. Ensuite, du besoin qui s'exprimait en Guyane. Et enfin, je suis parti d'une réflexion par rapport à ce que me disaient mes amis. Il m'est arrivé un événement, disons une anecdote. La première fable, c'est la goutti effrayée. Exact. Je me promenais et j'ai vu un agouti partir suite à la descente d'une feuille de bois canon. Donc, ça m'a inspiré puisque je suis poète aussi. Et à partir de là, j'ai écrit une première fable qui a beaucoup plu à mon entourage proche. Ensuite, en allant au Vieux-Port de Cayenne, j'ai constaté qu'une aigrette est en train de se faire agresser, entre guillemets, par un crabe. Donc, deuxième fable. Et après, je me suis pris au jeu, et voilà le résultat à la longue. Cependant... Voilà pourquoi les fables. Oui, mais il faut savoir une chose, c'est que indépendamment de l'écriture en elle-même, il fallait que je fasse des recherches pour ne pas me tromper sur les animaux. D'autre part, j'ai voulu situer chaque fable dans un environnement pour avoir une compétence transversale, c'est-à-dire par exemple les marais du Caux, à Regina, à Maripasoula, afin de permettre aux jeunes, plus précisément, ou même aux parents, de pouvoir s'inquiéter, se poser la question et trouver ou se situer, tout au moins ces lieux, sur une carte. D'accord, très bien. Vanessa ou Théanie? Théanie? D'accord, j'ai senti un coup de tête, c'est pour ça. Non, parce que sinon, des questions, non. Ouais, allez-y. Oui, donc, moi, pourquoi les fables quand on sait qu'en Guyane, le conte tient une place privilégiée? Bien justement, il faut savoir que les fables ont toujours eu une vertu pédagogique importante, d'une part. D'autre part, la fable a aussi un avantage par rapport au conte, c'est-à-dire qu'il y a la morale en plus. Oui. Donc nous sommes en train de former notre jeunesse. Tous les jours nous nous plaignons qu'il leur manque certaines valeurs. Les fables ont cet avantage de pouvoir leur donner ces valeurs. Indépendamment de cela, si je prends encore un exemple, je pourrais vous dire que les fables en elles-mêmes sont composées premièrement les fables animalières et de bestiaires, purement guyanais, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Que des animaux de Guyane. Donc dans votre livre, voilà, que des animaux de Guyane. Que des animaux de Guyane, c'est notre patrimoine. Aux écoles comme outil pédagogique. C'est aussi un des objets du livre, effectivement. Mais aussi, il est intergénérationnel, dans la mesure où les parents et les enfants peuvent discuter par rapport à cela. Bien sûr. Je prends l'exemple d'un ami qui m'a appelé jeudi matin. Il a un fils de 16 ans, avec qui toute relation était coupée depuis une année. Et samedi soir, ils ont acheté le livre, ils l'ont lu. Et le dimanche matin, ils ont discuté par rapport au livre pendant plus d'une heure. Alors il m'a appelé pour me remercier, pour me dire bravo. Bon, voilà. Des fables contemporaines. Des fables contemporaines avec des mots contemporains qui n'existaient pas du temps de La Fontaine. Car il faut savoir que Jean de La Fontaine a publié son premier recueil en 1668. Depuis, la société a évolué, n'est-ce pas? Et les mots de la société aussi. Par exemple, les addictions. Par exemple, le racket. Et j'en passe. Oui. On retrouve dans le livre. Vous parliez effectivement des trois principes, le récit, le bestiaire et la morale. Alors, effectivement, vous allez en lire quelques-uns. Justement, ça fait toujours plaisir parce que lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, lorsqu'on regarde un petit peu toutes ces fables, on est obligé de sourire. Moi, il y en a un qui me plaît particulièrement. On va en parler tout à l'heure. Vous en avez choisi un également, oui. Pierre Apollinaire. Alors, dites-nous lequel. Juste une précision auparavant. Ce livre a été écrit par Pierre Apollinaire Stephenson. Les images ont été faites par Madame Marie Brunk. Oui, on va y revenir. On va y revenir. Et surtout, il est édité par les éditions Orphie. Je tiens quand même à signaler que c'est un compte d'éditeur et mon éditeur a mis le maximum, a mis le paquet sur ce livre. Et je tenais à le remercier ce soir publiquement. Alors, quelle fable avez-vous choisi? Dites-nous pourquoi. La perdrix narcissique. Pourquoi la perdrix narcissique? C'est une perdrix sous rôle. Enfin, vous savez ce que c'est qu'une perdrix sous rôle. Sinon, c'est le mot jamais d'aller chercher dans le dictionnaire. Voilà. Parce que les parents, parfois, certains parents ont tendance à magnifier leur enfant en évitant parfois de constater leurs défauts. Tout au moins, ils les corrompent à force de vanter leurs qualités. Et il m'est venu à l'idée
justement de faire une fable pour peut-être les mettre un peu en garde de cela. Et certains vont se reconnaître. Hein. Allons-y. Oui, alors, c'est pas le but. Hein. Ah oui, non, bien sûr. La perdrix narcissique. Une jeune perdrix saurolle, sitôt née, faisait l'admiration béate de sa mère. Malgré ses plumes marron sans éclat, son bec normal, ses grosses pattes courtes, sa mère ne cessait de l'encenser. Que tu es mignonne, ma fille, que tu es élégante, avec ton port de tête altier. Vraiment, mon trésor, mon cœur, tu es la plus belle perdrix du monde. Bien que ressemblant à quelconque gallinacé, la jeune perdrix se rengorgeait. Sûre d'elle et de sa beauté, elle se dandinait, marchait sur la pointe de ses grosses pattes onglées, tête levée. Un jour, qu'elle allait boire dans un trou calme d'apparence, au milieu d'une pinotière ombragée, elle contempla, ébahie, son inégalable image. Ce faisant, elle oublia d'être vigilante dans cet environnement hostile. Un beau python arc-en-ciel en chasse arriva silencieusement par l'arrière. Il la happa. Par un heureux hasard, notre perdrix n'y laissa qu'une patte et un bout d'aile. Victime de son narcissisme, meurtrie, elle pensa. Beaucoup de parents, à trop flatter leurs enfants, les conduisent à leur perte. Voilà pour la morale. Magnifique, effectivement. Et il y en a plein comme ça, des petites perles, les fables de Guyane. Comment vous avez rencontré Marie Bruck? En fait, mon premier choix s'était porté sur une dessinatrice guyanaise. Oui. Qui avait déjà travaillé avec moi. Cependant, mon éditeur a voulu aller plus loin dans la réalisation de ce livre et dans la beauté de la conception. Et il m'a proposé, tout au moins cette dame qui a fait les Beaux-Arts, Marie Bruck, oui. Et qui est dessinatrice professionnelle, qui ne fait que cela. Donc, lorsque j'ai vu les premières esquisses, je ne pouvais que m'incliner. Voilà comment elle était choisie. Et on a vu ces jolis dessins, effectivement, sur les écrans d'ATG. 6 ans de travail, vous le disiez, avec une technique particulière. Vous avez choisi les verts, bien sûr, pour ces fables-là. Vous le disiez également tout à l'heure, en rupture de stock, toutes les écoles auront ce livre, on le sait déjà, mais toutes les familles doivent l'avoir. Et on espère que tout rentre dans l'ordre pour qu'on l'ait, notamment pour les fêtes de Noël. Oui, en fait, on peut encore trouver quelques exemplaires dans les différentes librairies et les centres commerciaux. Mais le stock est épuisé, c'est vrai. Vous ferez une prochaine séance de signature? C'est prévu, mais je n'ai pas encore eu égard au fait que nous sommes en rupture de stock. Si vous le permettez, j'ose espérer que par le canal d'ATG, le public sera mis au courant. Et je profite de cette occasion-ci pour le remercier et le féliciter de l'écoute qu'il a bien voulu porter et à la publication de ce livre. Merci en tout cas. Merci d'être passé sur notre plateau du Rendez-vous de l'Info pour nous parler de ce livre. Regardez bien les fables de Guyane. Tout le monde doit avoir ça à la maison. Il y a combien d'habitants ici? 250 000, 300 000 habitants. Donc vous voyez le nombre de tirages qu'il faut... Quoique non, c'est les familles. Hein. Bon, merci d'une part, mais... Vous en sortez 100 000, c'est bon. Ce que je veux dire, c'est que j'ai placé la Guyane au cœur de l'universel. Tout à fait. Ce livre, à mon avis, devrait franchir nos frontières et aussi être un cadeau pérenne, par exemple. N'est-ce pas? Voilà. Je vous remercie. Merci d'être passé sur le plateau du Rendez-vous de l'Info. Ce soir, c'est la finale de Koh-Lanta, des extraits. Depuis des semaines, ils luttent. Et les héros des saisons précédentes n'ont pas démérité. Ils ne sont plus que 4. Laurent, Martin, Philippe. Mais qui gagnera cette saison? Finale de Koh-Lanta, vendredi à 20h15 sur ATG. Voilà, maintenant on passe à ce grand bal. C'est une grande première. C'est Vanessa qui nous en parle tout de suite dans sa chronique. Le bal de la police, et j'en profite pour saluer mon ami Franck Ouachuk de la police municipale de Cayenne.
Vanessa. Oui, donc j'ai passé quelques heures avec la police municipale, donc juste en face de la mairie de Cayenne. Donc l'amicale des polices municipales et des administrations de Guyane organise sa première édition du bal des policiers municipaux. Il nous en parle tout de suite. Allez, on y va. Donc bonsoir, je m'appelle Franck Stanislas, brigadier chef principal à la police municipale de la ville de Cayenne. Donc à travers tout cela, nous avons décidé cette année de faire la première édition, le premier bal des agents de police municipale qui se fera derrière nous là, à la mairie de Cayenne, et dans le but de nous regrouper, mais aussi de nous faire connaître auprès des autorités et des administrés et de tout ce qui s'ensuit. Donc c'est première édition du bal des policiers et administrations qui se tiendra le samedi 22 à l'hôtel de ville de Cayenne à partir de 20h. Donc la programmation, une programmation très riche en émotions. Donc il y aura le DJ Soleil qui va animer ce bal. Nous avons aussi une démonstration de Kizomba avec le groupe Kizangel et aussi un défilé de mode qui sera programmé par Horta. Donc j'invite l'ensemble des polices municipales et administrations d'État ou territoriales à venir justement à participer à la première édition de ce bal. Voilà, donc vous avez pu l'entendre, le bal a pour objectif donc, de rassembler toutes les polices municipales de Guyane et les administrations. Donc pour la première édition, 6 communes seront représentées. Et je tiens à préciser que le bal n'est pas ouvert au public, donc c'est vraiment que pour les polices municipales. Et peut-être quelques images la semaine prochaine. Très bien. Et puis pour ne pas faire de jaloux, parce que je n'ai salué que Franco Hachuc, j'en profite pour saluer mon ami Donald et également le patron Patrick Johannes. Voilà, on passe à la chronique de Théanie. Du nouveau encore chez les geeks, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ce soir, on parlera innovation principalement dans la sphère téléphonique. Donc avec l'arrivée de la photo numérique, comme vous le savez, donc beaucoup d'entre nous ont perdu l'habitude de consulter des photos papier. Le souci, c'est qu'on oublie souvent de les imprimer. Donc problème résolu puisque est sortie une toute nouvelle coque de smartphone, donc un produit purement français, une coque qui transforme votre smartphone en Polaroid. Regardez donc les images. Vraie révolution, ça c'est génial ça. Oui, c'est génial puisque donc ça permet, puisque la plupart ne se séparent pas de leur smartphone, donc d'immortaliser les moments et de les avoir directement sur papier. Donc c'est une mini imprimante qui peut contenir par contre jusqu'à 30 papiers d'impression. C'est quand même pas mal pour une coque de téléphone. Pour vous Théanie, c'est juste pour une soirée, mais oui, pour d'autres c'est bien. Oui, c'est juste. On est quand même une photo à l'heure. Non, ça dépend. Continuez. Donc c'est un concepteur français donc qu'on a vu dans les images qui s'est pris donc en selfie, disponible en 2 coloris, rose et bleu, donc pour pas faire de jaloux, une couleur garçon, une couleur un petit peu fille, les clichés quoi. Ouais. Et donc ça sera disponible pour l'instant uniquement sur internet et commercialisable après on verra dans différents opérateurs ou même points de vente téléphonique. Jusqu'en Guyane hein. Jusqu'en Guyane normalement je pense que ça devrait arriver. Puisqu'on a les coques rechargeables pour smartphones qui sont arrivés avec l'ouverture d'un nouveau magasin. Donc celle-là ne devrait pas tarder non plus début 2015, je pense. Bravo en tout cas, très belle innovation. Merci Théanie. Allez, nos deux... Vous avez arrêté de parler les filles.
nos deux invités sur ce deuxième thème concernant l'édition de la Journée nationale des jeunes. J'accueille donc Ghislaine Quilinan, conseillère en insertion à la mission locale. Bonsoir. Oui, bonsoir Gilles, bienvenue. Bonsoir à tous. Et Juna, pourquoi je veux appeler Juna? Juna Dominique. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Vous allez nous raconter un petit peu votre parcours. Ghislaine Quilinan, juste avant de poser quelques questions, vous avez peut-être un message à faire passer ce soir. Oui, voilà, quatrième édition de la Journée nationale des jeunes endeuillés. Nous vivons un moment très douloureux à la mission locale régionale de Guyane, puisqu'en fait, notre chère collègue Arlène Popo, qui est notre chargée de projet, qui a élaboré ce projet, voilà, est endeuillée, et nous lui présentons nos sincères condoléances. C'est vrai que c'est pas évident pour nous, pour l'équipe, particulièrement l'antenne de Cayenne, donc qui sont mobilisés sur cette action le lundi 24. Voilà, et toute l'équipe d'ATG, bien sûr, derrière vous et derrière sa famille. On va revenir effectivement sur cette quatrième édition. Quel est le but de ce genre de manifestation, Ghislaine Quilinan? Quel est l'objectif? Alors, dans un premier temps, je rappelle quand même les missions de la mission locale. Oui. Voilà, la mission locale donc, a pour mission, donc, dans un premier temps, d'accueillir, d'informer, d'orienter et d'accompagner des jeunes sortis du système scolaire âgés entre 16 et 25 ans. Voilà, ce sont des jeunes dits en difficulté d'insertion sociale et professionnelle. D'accord. Donc c'est vrai que le but de cette manifestation a, dans un premier temps, but de faire connaître le véritable rôle de la mission locale. C'est vrai qu'il est toujours bon de rappeler ce que nous faisons, c'est vrai, et avec qui nous travaillons et comment nous travaillons. C'est important parce que c'est vrai que les jeunes ne sont pas tous les mêmes, sachant qu'on a quand même une population de jeunes très très importante en Guyane. Et on en a quasiment chaque année, ils sont nombreux de plus en plus. Oui. Et il est toujours bon de leur rappeler ce que nous faisons. Voilà, quelle est votre mission? Voilà. Au-delà de la manifestation, est-ce que vous avez vu une évolution au niveau de l'état d'esprit des jeunes qui viennent vers vous aujourd'hui? Est-ce que c'est de plus en plus difficile? Est-ce que vous avez des jeunes de plus en plus désœuvrés ou au contraire plus motivés? C'est vrai que nous le voyons à l'image de la société qu'on voit, la société moderne, avec l'image qui est véhiculée déjà par les médias, par les magazines. Il y a des phénomènes très négatifs qui sont médiatisés et nous sommes confrontés à ça quasiment tous les jours. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de positifs, puisqu'il y a quand même des jeunes qui sont motivés, qui cherchent à s'en sortir malgré tout. C'est vrai que le contexte économique et social de la Guyane particulièrement, même pas que de la Guyane, au niveau national, même au niveau international, ne permet peut-être pas une insertion immédiate des jeunes, mais on y travaille et la mission locale n'est pas seule justement à travailler pour ça. Donc on travaille avec beaucoup de partenaires, des acteurs du monde associatif, du monde économique, du monde de l'insertion sociale et professionnelle. Et c'est dans ce sens que durant cette manifestation, on va donc réunir des jeunes, des partenaires avec lesquels nous travaillons, des chefs d'entreprise, mais aussi en fait tout. Donc c'est pour un échange, contact direct. Échange, débat, échange d'idées également, mais aussi la mise en valeur des jeunes, mais aussi pour permettre en fait aux jeunes qui soient force de proposition. C'est important ça. Alors c'était ma question justement. Est-ce qu'ils ont conscience que la vie n'est pas facile tous les jours et qu'il ne faut pas attendre tout des autres? C'est ce qu'on entend souvent. On les a beaucoup reçus, moi-même, j'en ai rencontré beaucoup, ceux qui disent « je n'ai eu aucune aide de personne ». Mais bon, il faut aussi aller de l'avant. C'est là tout le rôle de la mission locale. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a différentes phases dans l'accompagnement d'un jeune qui arrive quand il est inscrit à la mission locale. Alors, il y a plusieurs cas de figure. On a un jeune qui arrive soit tout simplement parce qu'il veut une information, auquel cas il a l'information qu'on va lui donner. Donc, on a d'autres jeunes qui sont en recherche de voies professionnelles, on dira. Dans ce cas-là, il y a un accompagnement, tout un accompagnement qui va se faire. Et cet accompagnement va se faire sur une assez longue période. Parce que même si un jeune arrive avec un projet initial, il se peut que ce projet change. Mais un jeune peut aussi arriver sans projet professionnel. Et nous l'aidons
à construire ce projet. D'accord. Effectivement, la motivation également doit être un facteur très important parce que, je le dis encore, je le rappelle, la mission locale, au travers de ses conseillers, ne peut pas tout faire. C'est vrai que s'il n'y a pas la motivation derrière, un jeune ne pourra pas s'insérer. Juna, quel est votre état d'esprit et par où êtes-vous passé justement avant de frapper à la porte de la mission locale? Quel est votre parcours? Quel est votre cheminement dans votre tête également? Alors en fait, j'ai fait le terminal au lycée et en fait j'ai eu des problèmes qui m'ont poussé justement à arrêter à terminal. D'accord. Et qui fait ensuite je me suis trouvée justement sur le chemin du travail. Mais c'était vraiment difficile puisqu'il y avait d'autres problèmes encore que je rencontrais. Du coup, sans diplôme? Voilà, sans quelque sorte sans diplôme. Alors c'est vrai que j'ai été à la mission locale, je me suis inscrite. Et vrai, donc c'est la première démarche que vous avez faite? Voilà. Directement mission locale? Voilà, c'est ça, la mission locale. Pourquoi? Pourquoi la mission locale? C'est quelqu'un qui vous a conseillé ou vous saviez? Une amie m'en a parlé justement et j'ai été justement m'inscrire. Et voilà. Alors, une fois à la mission locale, qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois à la mission locale, bon, c'est vrai que il y a d'autres démarches encore qui rentrent en compte parce que c'est vrai, des fois, on a une idée derrière la tête, mais c'est vrai qu'on a une conseillère, on s'assoit justement pour parler, on voit qu'il y a un cheminement qui est complètement différent. Et j'ai dû justement donner de moi-même par rapport à ça, à des projets que je voulais, à des recherches, des formations, parce que c'est vrai, comme a dit madame, on a tendance à penser que bon, on va à la mission locale et tout de suite ils vont nous aider à trouver quelque chose. Ben non, c'est pas ça du tout, ça demande un travail. Se démener aussi. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Il faut être motivé, surtout, à venir aux réunions, rendez-vous, à faire la démarche aussi auprès des entreprises ou des formations, sinon on n'en a rien. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que vous vouliez faire? Ou peut-être que vous avez d'autres idées aussi, dites-nous. Alors, c'est vrai que j'ai toujours voulu travailler dans le social. Et c'est vrai que je voulais être aide-soignante. Aujourd'hui, je suis agent d'accueil dans une association. Et c'est vrai que j'aime bien. Et cette association m'a permis aussi de voir autre chose que je voudrais faire. Par exemple, reprendre mes études ou être juriste au niveau des doigts. C'est-à-dire que l'association vous rend active, vous êtes sur le terrain. Et ça, psychologiquement, ça fait du bien aussi? Ah oui, beaucoup même. C'est vrai, j'ai une équipe en fait justement qui est derrière moi, qui m'aide justement à aller de l'avant et surtout à poursuivre mes projets. Vous avez toujours un contact avec la mission locale ou pas? Oui, j'ai toujours contact avec ma conseillère, comme je dis, qui est complètement, voilà, elle est superbe, elle m'a pas lâchée. C'est vrai, quand j'étais démotivée, elle était toujours derrière me dire, mais vas-y. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est dur, mais demain ça ira. Et elle avait confiance en moi et justement, c'est bon. Je sais que Vanessa a une question juste avant. Alors, des exemples comme ça, ce sont de beaux exemples. Effectivement, vous les suivez, ils ne sont pas comme ça dans la nature, vous les suivez en permanence. Oui, en tout cas, ces jeunes sont inscrits à la mission locale, comme je disais, jusqu'à leurs 25 ans, même 26 ans révolus. Mais c'est vrai que vous en avez 24. Très bien. Et c'est vrai qu'on trouve également, à l'âge de 25 ans, qui ne sont pas insérés, mais qui, au bout de quelques années, trouveront cette maturité nécessaire pour pouvoir justement aller de l'avant. Comment attirer plus de jeunes, justement? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que vous proposez. Donc, ce n'est pas juste par le biais d'une journée. Il y a des ateliers pour rédiger un CV, il y a les clubs d'entreprise. C'est vraiment très intéressant. J'ai participé à un club d'entreprise. Donc, comment attirer plus de personnes? Alors, il y en a déjà beaucoup, j'imagine. Oui, voilà, attirer, c'est peut-être un grand mot, puisque c'est vrai que chaque jour d'inscription à la mission locale, il y a foule. Il y a des aides, mais peut-être qu'ils ne le savent pas ou ils ne cherchent pas à savoir. En fait, c'est vrai que les jeunes sont quand même dans une dynamique je veux tout de suite. Mais ça ne se passe pas comme ça, nous le savons tous. Et c'est vrai que cette journée, c'est vrai que spécialement est dédiée aux jeunes qui sont inscrits à la mission locale pour leur permettre, comme je disais au départ, de connaître le véritable rôle de la mission locale, mais aussi des partenaires avec lesquels on travaille, mais aussi d'échanger, et notamment avec des chefs d'entreprise. Parce que c'est vrai que souvent, ces jeunes sont décriés auprès des entreprises qui voient que leur côté négatif, alors que certains, même la plupart, ont du talent et doivent pouvoir et savoir se valoriser. Vous avez dit un mot important. Je vais donner le mot de la fin justement à Juna. S'il y a un conseil à donner à quelqu'un qui a aujourd'hui à 18-19 ans, a quelques difficultés, qui voudrait effectivement frapper à la mission locale, parce que c'est important, bien se présenter aussi devant un patron. J'imagine que c'est le travail que fait la mission locale en permanence. Quel conseil vous avez envie de donner à un jeune?
Alors en fait, il faut aller s'inscrire, mais surtout en fait, il faut déjà faire un travail derrière, enfin chez soi, se dire en fait que je vais m'inscrire à la mission locale, mais il faut aussi que je travaille de mon côté, dans le sens qu'il faut faire les recherches, faire les CV, lettres de motivation, et être prêt justement à faire face à les difficultés, mais ne pas se laisser aller, continuer. Très bien. Et puis attention aussi à la présentation, n'y allez peut-être pas forcément, je prends les devants là, mettez pas forcément vos 2 boucles d'oreilles, ne mettez pas 2 tatouages sur le visage, c'est important tout ça. Hein. Oui, tout à fait, l'image qu'on véhicule est nécessairement importante. Elle est pas en savate, dans un entretien. Non mais c'est important, on le voit, ça arrive. Oui, c'est la réalité. Ouais. Donc, alors je rappelle quand même la journée du lundi 24, voilà, lundi 24 à la cité administrative régionale de 9h à 16h, donc j'invite les jeunes inscrits à la mission locale à venir échanger. Surtout, c'est vraiment une occasion pour eux de pouvoir dire ce qu'il y a, ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va. D'accord. Donc, restons positifs aussi. Merci en tout cas. Un rappel, de 9h à 16h, tous ceux qui sont inscrits à la mission locale, n'hésitez pas, ça se passe à la région Guyane lundi. C'est comme ça qu'on se dit au revoir dans le rendez-vous de l'info. Passez un excellent week-end. N'oubliez pas la finale de Koh-Lanta. Qui va gagner entre le joli mannequin que vous aimez bien? Comment il s'appelle? Laurent. Laurent, d'accord. Laurent. Et l'autre? Michael. Voilà, ce soir, la réponse ce soir sur ATG. Passez une excellente soirée. Lundi, il y a les caméras d'ATG, on fera un spécial Dom Laquezotte avec justement cette belle initiative. On remercie également Pierre, Apollinaire, Stephenson. Attention, allez-y nombreux, il n'en reste plus trop pour les fables de Guyane. Bon week-end, à lundi, BFM tout de suite. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.